Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Cette visite d'État du président du Tchad à Conakry, Idriss Déby Itno, a été reçue à l'aéroport par le professeur Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets, dont les énergies renouvelables. La nationale Koya Mamou est en chantier. 3 entreprises exécutent les travaux d'urgence sur le tronçon. Il s'agit de réparer tous les points critiques. 60 milliards de francs guinéens pour le plus grand rendez-vous culturel de 2017, Conakry, capitale mondiale du livre. Le point ce soir sur les différents bailleurs de fonds. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale et dans cette édition qu'on ouvre par ce décret portant nomination de hauts cadres au secrétariat général des affaires religieuses. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général adjoint, M. Diawara Karamo, précédemment chef de cabinet au secrétariat général des affaires religieuses. Chef de cabinet, M. Touré Abbas, précédemment en service au cabinet du secrétariat général des affaires religieuses. Conseiller principal, El Hadj Sekou Kamara, professeur arabe, précédemment directeur national des lieux de culte. Conseiller chargé de mission, M. Silla Moussa, administrateur civil, confirmé. Conseiller juridique, M. Ba Ibrahima Ousmane, juriste, précédemment en service au cabinet du secrétariat général des affaires religieuses. Conseiller chargé des affaires islamiques, M. Silla Cheikh Ibrahima, professeur arabe, précédemment directeur national des affaires islamiques. Conseillère chargée des affaires chrétiennes, Madame Agnès Delamo, précédemment en service à la Direction nationale des affaires chrétiennes. Inspecteur général, M. Kaba El Hadj Abdoulaye, administrateur civil, précédemment conseiller chargé des conflits. Inspecteur général adjoint, M. Manetala, précédemment conseiller interreligieux. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Kamara Ibrahima Babassid, juriste, précédemment en service à l'inspection générale. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Nabé Aboubakar Sidiki, administrateur civil, précédemment en service à la Direction nationale du Fonds de la Zakat. Directeur national des affaires islamiques. Monsieur Conté El Hadj Suleiman, professeur arabe, précédemment coordinateur de l'enseignement franco-arabe de la ville de Conakry, directeur national adjoint des affaires islamiques, Dr Sidibé Suleiman, professeur arabe d'université. Directeur national des pèlerinages, Monsieur Keita Bangali, professeur de langue arabe confirmé. Directeur national adjoint des pèlerinages, Monsieur Kaba Talibi confirmé. Directrice nationale des affaires chrétiennes, Madame Bourré Hélène, précédemment directrice nationale adjointe des affaires chrétiennes. Directeur national adjoint des affaires chrétiennes, M. Kourouma Nyama Emmanuel, précédemment en service à la Direction nationale des affaires chrétiennes. Directeur national des lieux de culte, M. Diallo El Hadj Abdoul Karim, précédemment conseiller chargé des lieux de culte. Directeur national adjoint des lieux de culte, M. Sangaré Ibrahima, précédemment directeur national adjoint des lieux de culte, confirmé. Directeur général du Fonds national de la Zakat et du Waqf, Dr Diallo Mohamed Lamine, précédemment directeur national du Fonds de la Zakat. Directeur général adjoint du Fonds national de la Zakat et du Waqf, M. Sano Lamine, professeur arabe, précédemment directeur national adjoint des affaires économiques de la Zakat et du Waqf. Directeur du service national des affaires économiques et sociales, M. Fadiga Nourdine, précédemment directeur national des affaires économiques de la Zakat et du Waqf. Directrice adjointe du service national des affaires économiques et sociales, Madame Touré née Mariam Mara, précédemment directrice nationale du Fonds du Waqf. Directeur du réseau des ONG et associations religieuses, M. Fofana Aboubakar, professeur arabe, précédemment secrétaire général adjoint au secrétariat général des affaires religieuses. Directeur adjoint du réseau des ONG et associations religieuses, M. Silla Mohamed Fodé, précédemment professeur arabe en service au ministère de l'enseignement préuniversitaire.
Directeur du Centre islamique de Donka, M. Doumbouya Elhaj Bandjian, professeur, précédemment en service au Centre islamique de Donka. Directeur adjoint du Centre islamique de Donka, M. Ba Mamadou Bobo, précédemment en service au Secrétariat général des affaires religieuses. Administrateur général de la Grande Mosquée Faisal de Conakry, M. Bangoura Ali Jamal, précédemment directeur général d'Akbar Guinée. Administrateur général adjoint de la Grande Mosquée Faisal de Conakry, M. Oularé Sori, ingénieur de bâtiment, précédemment en service à la Grande Mosquée Faisal. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 3 mars 2017, signé professeur Alpha Condé. La Guinée a accueilli cet après-midi le président du Tchad, Idriss Déby Itno, une visite de travail et d'amitié. C'est d'ailleurs le président Alpha Condé qui a accueilli à l'aéroport son prédécesseur à la tête de l'Union africaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et le Tchad. L'étape de l'aéroport de Conakry avec Mahmoud Bali. Cette première visite d'État et d'amitié du président tchadien en Guinée s'inscrit dans la dynamique de renforcer les capacités de l'Afrique, surtout en termes d'énergie renouvelable. Professeur Alpha Condé et Idriss Déby Itno vont également passer en revue les questions de sécurité, mais aussi de renforcement des capacités de l'Union africaine. Les énergies renouvelables en Afrique constituent à ce jour une préoccupation des dirigeants. Pour ce faire, de nouvelles stratégies devront être adoptées pour la protection des écosystèmes. Ce premier dialogue entre l'ensemble des parties prenantes à l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables est une nécessité. Il sera important de tenir de telles rencontres de façon régulière et permanente pour consolider la dynamique et renforcer l'action collective. L'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, pilotée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a été lancée par les chefs d'État africains à la COP 21 à Paris en décembre 2015, vise à déployer au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle et additionnelle d'énergie renouvelable d'ici 2020 et au moins 300 gigawatts de capacité nouvelle et supplémentaire d'ici 2030. C'est pourquoi la réalisation des objectifs nécessite la mobilisation de ressources financières substantielles. Lors de la tenue de son premier conseil d'administration à Addis Abeba, la dotation de l'unité de gestion indépendante, la clarification des engagements financiers, des modalités de coordination entre partenaires, voire des critères pertinents de sélection de son portefeuille est apparue comme une étape essentielle dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs par les chefs d'État. C'est pourquoi la rencontre de Conakry permettra à Idriss Déby Itno et professeur Alpha Condé de passer en revue l'ensemble des questions. Pour harmoniser les points de vue, le chef de l'État tchadien se dit très heureux d'effectuer cette visite d'État à Conakry. Nous sommes convenus de nous retrouver ici pour voir, examiner, échanger. D'abord, dans le cadre bilatéral, c'est important. Vous avez vu le nombre de jeunes qui sont là, des étudiants tchadiens, ils sont plus de 500 en Guinée ici. Et dans le cadre bilatéral, nous pourrons voir le domaine dans lequel nous pourrons coopérer, bien sûr. Et sur d'autres sujets, concernant le continent, vous savez que notre continent est un continent qui gère pas mal de crises. Et ça, cette gestion, c'est sous sa responsabilité, bien sûr. Donc, cet élément nous permettra d'échanger sur les différentes crises que connaît le continent. Renforcer, bien sûr, davantage les liens entre nos deux pays. Et pouvoir, examiner le dossier de l'énergie renouvelable, l'énergie verte, Il a tenu, en tant que président, celui qui est le pilote de ce dossier,
Il a tenu le premier conseil d'administration à Addis Abeba, en mars du sommet dernier. Et ça, c'est le deuxième sommet. Sommet, j'ai dit, conseil d'administration qui se tient ici, avec la présence, bien sûr, de 5 régions, représentants de 5 régions que constitue le continent. Certainement, nous allons nous pencher sur un dossier qui est déjà préparé par les techniciens et voir jusqu'où nous y sommes et qu'est-ce que nous pourrons évidemment faire et tracer une ligne assez précise pour les actions à venir en ce qui concerne la question de l'électrification de l'Afrique liée aux questions climat. L'Afrique n'est pas niée pour rien si le climat est dégradé aujourd'hui. L'Afrique subit les conséquences directes de la dégradation du climat. Donc les différents partenaires, depuis le COP21 et le COP22, se sont engagés à aider l'Afrique. Et voilà donc, en quelque sorte, les points sur lesquels nous aurons certainement pendant mon séjour à échanger avec mon frère. A rappelé que le G7 rejoint par l'Union européenne, la Suède, les Pays-Bas se sont engagés à mobiliser au moins 10 milliards de dollars de 2015 à 2020 dans une déclaration conjointe pour appuyer les énergies renouvelables. Plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. D'où la nécessité de protéger les ressources naturelles en Afrique. Les deux chefs d'État ont eu par la suite un tête-à-tête. Ils ont exploré plusieurs axes de coopération, mais aussi l'important projet énergétique du continent, un projet dont le président Alpha Condé est le coordinateur. Sur le sujet, c'est demain que se tient le deuxième conseil d'administration de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. L'assistant spécial du président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, est à Conakry. Il doit prendre part à ce forum. On l'écoute au micro de Seydou Bandiaï. Aujourd'hui, visiter un pays frère, un pays ami, où il y a vraiment des liens historiques, des liens où on a le même horizon pour le futur, le grand retour d'Égypte pour l'Afrique. On est toujours présent. Je suis vraiment aujourd'hui pour attendre, je visite cette visite pour attendre le sommet demain pour revoir quelques dossiers politiques avec son Excellence le Président, avec nos frères le Président. Je suis envoyé par le Président Abdel Fattah al-Sisi. En même temps, nous serons là pour le congrès de l'énergie renouvelée. Donc, il y a toujours ce domaine de coopération entre les deux pays. Il y a beaucoup de futur pour les deux pays. L'amitié, comme j'ai mentionné, le passé, donc c'est le passé, l'histoire commune entre les deux pays. Les liens entre les deux pays, maintenant, on doit s'élaborer dans plusieurs domaines. Il y a toujours des coopérations dans le domaine de défense, antiterrorisme. Il y a une sorte de coordination dans les dossiers politiques, surtout pour la crise de la Libye, parce qu'il y a toujours une vision africaine. Parce que ce sont les Africains qui peuvent vraiment résoudre leurs problèmes. Des propos recueillis par Seydou Bandiaï. L'énergie au menu de cette autre rencontre au Palais Sékou Touré. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu le PDG d'un groupe des Émirats Arabes Unis. Outre l'électrification, les entretiens ont porté sur l'agriculture et les routes. Sanassi Keita.
Je disais donc qu'il y a eu cette autre rencontre au Palais Sékou Touréa, une rencontre qui a porté sur l'énergie également. Parmi les questions qui étaient débattues, le chef de l'État a reçu le PDG d'un groupe des Émirats Arabes Unis. Outre l'électrification, les entretiens ont porté sur l'agriculture et les routes. On revient tout à l'heure. Un élément sur lequel nous allons revenir tout à l'heure après donc ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République informe que la tenue de la session spéciale du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique et l'AREI, Africa Renewable Energy Initiative, aura lieu le samedi 4 mars 2017. Cette session est co-présidée par le Premier ministre du Gabon, M. Emmanuel Issoze Ngonde, représentant son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président du CAOC, et le Premier ministre de Guinée, M. Mamadi Youla, représentant son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République guinéenne, présidente en exercice de l'Union africaine. Sont conviés à prendre part à la cérémonie d'ouverture prévue au Palais Mohamed V à partir de 9h30 les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef des files de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé le directeur du bureau de presse. Ce journal se poursuit avec à l'Assemblée nationale le président de l'institution qui a reçu ce matin une délégation du NDI. Mais avant donc de poursuivre cela, nous revenons à cette audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé au PDG d'un groupe des Émirats Arabes Unis. Un reportage de Sanassi Keita. Suivez. Un consortium des Émirats Arabes Unis spécialisé dans les domaines des routes, de l'agriculture et de l'énergie. Les échanges entre professeur Alpha Condé et Ali Mohamed Sadiq Al-Blouchi portent sur ces différents domaines en vue de sceller un partenariat dynamique entre la Guinée et les Émirats Arabes Unis. Après une quarantaine de minutes de discussion, le patron du groupe Gantout rassure. Suite à la rencontre qui a eu lieu entre les deux personnes à Dubaï au mois de février 2017. Lors de la rencontre, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, les a invités en Guinée pour pouvoir faire connaissance du pays et rencontrer les dirigeants guinéens qui peuvent accompagner le groupe Gantout pour la réalisation de certains projets que l'État souhaite réaliser. Et ces projets, c'est au niveau de l'infrastructure de base, les routes, et également de l'énergie et de l'agriculture. Le groupe Gantout a de l'expérience par rapport à ces trois secteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui encore ils sont arrivés, ils ont rencontré les différents ministres concernés. Ce matin c'était avec
Monsieur le ministre d'État chargé de la Défense nationale, qui nous a exposé les besoins de la Guinée avec le secrétaire général des Travaux publics du ministère des Travaux publics. On a pris connaissance des besoins de la Guinée au niveau des infrastructures routières. Aussi, en même temps, il a eu une rencontre avec le ministre de l'Énergie, qui nous a aussi expliqué les besoins de la Guinée pour le développement énergétique. Nous avons également rencontré le ministre des Investissements, le ministre d'État, qui nous a aussi donné des détails par rapport aux besoins de l'État et les facilités dont l'État peut donner pour accompagner les investisseurs dans ce pays. Et il considère ce pays comme son deuxième pays, c'est sa deuxième patrie. C'est le seul pays africain que Gantout a jusque-là rencontré. Donc c'est la Guinée qui a le privilège de recevoir le groupe Gantout. Le 14 février dernier, pendant le sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le président de la République avait reçu également en audience le président directeur général du groupe Gantout. Là également, Ali Mohamed Sadik Al-Blouchi avait manifesté au professeur Alpha Condé son désir d'investir pleinement en Guinée en étroite collaboration avec son partenaire local, Ganta International, pour le bien-être de la population. Nos sincères excuses pour les soucis techniques que nous rencontrons dans cette édition. Assemblée nationale, le président de l'institution a reçu ce matin une délégation du NDI, National Democratic Institute. La délégation reconnaît et salue les efforts fournis par le Parlement guinéen dans l'adoption du code électoral et du code des collectivités. D'autres sujets étaient également au menu de la rencontre. Robert Siditono. Et National Democrat Institute était venu à l'Assemblée nationale pour saluer les efforts que l'institution parlementaire a conjugués dans l'adoption du code électoral. Un code dont l'adoption était attendue par tous les partenaires intervenants dans le processus électoral. L'entretien a permis à l'ONG internationale de dévoiler son nouveau plan d'aide à l'Assemblée nationale. Vous savez, la démocratie est une œuvre inachevée, il faut toujours la travailler. Et plus l'Assemblée s'impose comme institution dans la démocratie naissante guinéenne, je pense plus les populations vont se sentir représentées dans cette institution. Et nous avons donc tenu à encourager son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée et les députés à continuer à œuvrer dans ce sens. Le président de l'Assemblée nationale, qui s'est félicité de la démarche du NDA, a rassuré que son institution appuiera toutes les actions qui concourent au bien-être des Guinéens. Beaucoup de plaisir et que nous avons remercié pour tout ce que le NDA a fait depuis que nous sommes installés, parce que je dois vous informer que grâce au NDA, nous avons puis renforcer les capacités et des députés et du personnel parlementaire, mais aussi d'en bénéficier du NDI une assistance pour élaborer des textes structurants, parce que pour bien faire fonctionner une institution, il faut l'organiser comme il faut des procédures, il faut des textes qui, n'est-ce pas, indique comment l'institution doit fonctionner. À travers cette rencontre, le NDA entend davantage remobiliser ses moyens en vue de mieux accompagner techniquement l'institution parlementaire. Un soutien qui se chiffre à 15 milliards de francs guinéens, l'Union européenne finance le PASOK, programme d'appui à la société civile. L'aide va bénéficier à une quarantaine d'organisations non gouvernementales. Marie-Angélique Bangora. L'appui aux organisations de la société civile est un des volets majeurs du soutien de l'Union européenne à la Guinée. 15 milliards de francs guinéens sont repartis entre 40 organisations non gouvernementales, 5 organismes correspondants régionaux et le service de promotion des mouvements associatifs. On a contractualisé des projets avec une quarantaine d'organisations de la société civile guinéenne qui opèrent dans des domaines très différents. Et ils touchent à la gouvernance locale et sur des domaines tels que la protection de l'environnement, de l'enfance, de l'égalité entre hommes et femmes, participation citoyenne et droits de l'homme,
et encore. C'est des fonds qui sont demandés par l'État guinéen au profit de ces organisations, mais donc ça doit être exécuté de la façon la plus rigoureuse, avec la plus grande intégrité, mais également la plus grande transparence. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la marche démocratique du pays et dans le développement du monde rural. L'accompagnement dont elles bénéficient apparaît comme une vraie bouffée d'oxygène pour la matérialisation de leurs projets. C'est le projet dans le cadre de l'exécution de renforcement des capacités des OSC, des organisations de la société civile, mais surtout la gestion des ressources naturelles au niveau de la Guinée forestière, précisément à Massanta et dans la zone de Kekedou. C'est un projet qui consiste à faire de la formation du renforcement de capacités pour une dizaine de médias à Conakry et en province sur les questions de traitement de l'information, mais en portant les lunettes jaunes. Après cette activité, d'autres du même genre sont annoncées. Globalement, 60 milliards de francs guinéens doivent être investis au bénéfice des organisations non gouvernementales pour leur implication réussie dans le développement du pays. Travaux publics, un grand chantier lancé sur la nationale Koyamamon. 3 entreprises sont en train de réparer tous les points dégradés. Des travaux d'urgence à terminer avant les premières pluies. Ansoumane Toumani Kamara. Sur cette carte, les lignes rouges indiquent les routes prises en compte dans les travaux d'urgence du gouvernement. Sur la nationale numéro 1, Koyamamon, 3 entreprises se partagent ces travaux de traitement des points critiques. Le premier lot part de Koya à la sous-préfecture de Frigiagwe à Kindia. Déjà, l'entreprise contractuelle est sur la phase de bitumage des points traités. On a déjà fait dégrader là où la route s'est cassée. Et on a traité une partie de couche de fondation et puis couche de base comme on voit comme ça. Et on a déjà commencé le revêtement, c'est-à-dire que le bitume bidimage, on a déjà commencé une grande partie de bitume bidimage. Le bitume c'est 5 cm, la couche de base, le grave concassé 20 cm toujours. Le gouvernement, en initiant ces travaux, se propose de faciliter le trafic sur les différents axes routiers du pays. Sur le deuxième lot, Frigiagwe-Sugeta, l'entreprise sélectionnée s'engage à accélérer les travaux avant les grandes pluies. Le tout fait 65 km de Frigiagwe à Sugeta. Là, on a fini les zones de purge, sauf ces zones comme ça. Parce que le plus souvent, à vue d'œil, quand vous coupez, vous croyez que la fondation elle est bonne, mais après décaissement, vous constatez que ce qui est là n'est pas bon. C'est ce qui arrive comme ça. En visitant ces chantiers, la ministre a insisté sur le respect des normes consignées dans les différents cahiers de charges. Toutes les entreprises se sont mobilisées et les travaux avancent à un rythme normal. Mais mon souhait n'est pas là. Mon souhait est que les travaux finissent avant la saison des pluies. Donc c'est pourquoi je multiplie les visites sur chacun de ces chantiers. Même la nuit, je vais sur les chantiers de la ville. Et à tout moment, je viendrai sur les mêmes chantiers pour faire beaucoup plus de pression sur les entreprises pour que ces travaux puissent finir avant les pluies. Concernant les travaux de nettoyage, recalibrage des fossés, on est en 95% d'avancement. Le bitume, normalement, c'est après la mise en œuvre de couches de base en grave concassé, 0,31.5. Déjà, on a commencé la fourniture de graves concassés au niveau de Sugeta de PK0. Normalement, si on commence la mise en œuvre d'ici la semaine prochaine, automatiquement, on va commencer la mise en œuvre de reprise. Depuis des décennies, la route est la seule voie de mobilité des personnes et de leurs biens en Guinée. Ces travaux en cours sont engagés pour marquer une rupture totale avec la souffrance de la dernière saison des pluies. Et c'est pourquoi, avant même la fin des travaux, usagers et riverains de ces routes nourrissent l'espoir d'une exécution correcte et rapide de ces travaux d'entretien. L'Union européenne toujours qui intervient cette fois-ci dans le secteur des transports à Cancan, un soutien à travers le 10e FED, Fonds européen de développement. Pour l'instant, c'est la phase de sensibilisation. Il s'agit d'outiller les transporteurs dans leur mission, assurer la circulation des personnes et leurs biens. Carlos Mandiallo. La Guinée, dans l'optique de modernisation de son secteur du transport. Le projet d'appui initié dans ce sens s'emploie à conscientiser les acteurs sur le terrain pour une maîtrise des textes réglementaires. À Cancan,
L'initiative est bien accueillie avec le développement des infrastructures routières dans la région et le nombre de plus en plus croissant d'usagers d'engins roulants. Réguler la circulation devient une des priorités pour sauver des vies et faciliter la mobilité des personnes. Ces chauffeurs aujourd'hui, quand vous prenez 100 chauffeurs, détenteurs de permis de conduire, vous constaterez que 80 ne savent pas ce que c'est que le code de la route. Ce qui est un danger. Quand vous prenez les véhicules qu'ils utilisent, vous constaterez que techniquement, ces véhicules ne sont pas dans les normes, en grande partie. Et il y a aujourd'hui un nombre exagéré, je dirais bien exagéré, de mototaxis dans toutes nos préfectures. Et ces mototaxis, pour la plupart des cas, ne savent pas aussi comment circuler. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une moto. Techniquement, ils ne savent pas ce que c'est qu'une moto. À plus forte raison, comment circuler. Soutenu par l'Union européenne, le projet d'appui au secteur du transport vient combler un vide dans la région de la Savane. Les différentes organisations socio-professionnelles qui évoluent dans le monde du transport affichent un espoir de voir renforcer leurs capacités. Ça sera une activité, ça sera un projet pour nous, de connaître nos difficultés, de nous aider à améliorer notre condition de travail. Le transport constitue le poumon économique de tous les pays du monde. Mais chez nous, en Guinée, le transport est laissé pour compte, ne sont pas supposés, ne sont pas assistés techniquement par l'État. Mais cette fois-ci, avec la venue du professeur Alpha Condé, il tient à souligner, à venir en aide au système de transport. Avant Cancan, les responsables du projet d'appui au secteur du transport ont organisé des séances de sensibilisation à Conakry et à Mamou pour annoncer les réformes en cours. Celles-ci pourraient engendrer la baisse de l'incivisme dans la circulation et moderniser le code de la route qui sera ensuite vulgarisé. Quelle stratégie pour consolider le processus de décentralisation? Les différents plans ont été étudiés lors de la revue annuelle du secteur. Les participants ont mis l'occasion à profit pour se fixer de nouvelles priorités. Mohamed Lamine Kamara. Dans une synergie d'action, les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation et de déconcentration échangent sur la revue annuelle sectorielle. La rencontre consiste à dresser le bilan partiel de la mise en œuvre des réformes structurelles de la politique de décentralisation. L'approbation la semaine passée par l'Assemblée nationale du nouveau code des collectivités locales devrait permettre d'entamer un nouveau rythme dans la mise en œuvre des réformes de la décentralisation et la déconcentration. La reconnaissance du rôle des autorités locales comme acteurs de développement est indispensable pour établir une relation positive entre réformes de décentralisation et développement. Pour les acteurs, cette revue annuelle est perçue comme une étape cruciale. Elle leur permettra de définir des ambitions réalistes pour un développement territorial d'ici à l'horizon 2025. À l'aide de politique nationale de décentralisation et de développement local, LPNDDL, en tant que stratégie d'orientation, se trouve au cœur des réformes de l'État et de la modernisation de l'administration. Sa mise en œuvre permettra d'assurer aux populations guinéennes un environnement de paix, de sécurité et de prospérité économique où les droits humains sont respectés, au même moment qu'elle favorisera leur participation équitablement au processus de décentralisation et de consolidation de la démocratie. Ces 2 jours de concertation ont permis à ces participants d'analyser les grandes priorités et d'orienter les prochaines étapes de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local. Une formation sur la gestion foncière. Plusieurs cadres du ministère de la Ville prennent part à la rencontre. Ils s'approprient les nouvelles contraintes de l'urbanisme. La session s'est ouverte hier. Bernard Tonguino. C'est un atelier de renforcement des capacités des cadres du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Il vient répondre au diagnostic de manque de formation continue des cadres du département. Une formation assurée par des experts de l'ONU Habitat
venus du Canada. Alors, les notions principales sur lesquelles on va échanger, c'est d'abord, comme ce matin, sur les problèmes de développement durable et le développement durable des villes et des grandes métropoles qui posent un problème international. On va aussi travailler sur les plans métropolitains. Je vais aussi travailler avec les cadres sur ce que l'on appelle la gestion des parties prenantes. Les villes, les gouvernements locaux doivent aujourd'hui travailler avec les populations, avec tous les acteurs de la ville. Et devant travailler avec tous les acteurs de la ville, il faut, je dirais, apprendre à travailler avec eux, développer des outils de négociation, développer des outils de collaboration. L'atelier de Conakry se veut une opportunité pour ces cadres de s'approprier les nouvelles exigences internationales de l'urbanisme. Exigences tirées du nouvel agenda urbain mondial. Nos attentes au sortir de cet atelier, cette formation, nos attentes est que nos cadres soient informés d'abord par rapport à la problématique, soient outillés pour faire face à notre feuille de route conformément à la volonté du ministre. Donc que nos cadres soient formés, surtout les jeunes et les décideurs de notre département, la problématique liée à l'aménagement du territoire, à l'urbanisation, à l'habitat. Ces 6 jours d'échange devraient permettre à ces départements de relever le défi de la gouvernance urbaine. Une gouvernance qui tient désormais compte des réalités démographiques et environnementales. Enseignement préuniversitaire. Le nouveau ministre a pris fonction hier sur fond de promesses, redonner un second souffle à l'école guinéenne. Il arrive dans un contexte particulier. Le système éducatif est secoué par des crises à répétition. Comment aplanir ces soucis et qualifier l'enseignement guinéen? Il y a de grands défis à relever. Falilou Diallo. Ibrahim Khalil Konaté vient à la tête de ce département à un moment où le secteur traverse une crise liée à la grève des enseignants qui a paralysé le système éducatif guinéen pendant plus de 3 semaines. Il remplace ainsi Ibrahim Kourouma qui a passé plus de 6 ans à la tête du département de l'enseignement préuniversitaire. Le président de la République, pour savoir qu'on est un enseignant, ce serait grave qu'il présente un bilan dans lequel l'école se trouve au sous-sol. Nous sommes battus pour que chaque fois qu'on parlait de la Guinée, chaque fois que le président de la République lui-même devait parler de ses acquis, qu'il parle de ce qui est fait au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Je voudrais ici profiter de l'occasion, en son nom, remercier tous les cadres. Cet enseignant, doublé de la casquette de syndicaliste, mesure l'immensité de la tâche qui lui incombe et compte relever les défis liés à la qualification du système éducatif guinéen. Je m'emploierai de tout mon vœu à faire de notre système éducatif un modèle de réussite et d'inspiration. Pour ce faire, je prendrai en compte la demande sociale de toutes les couches laborieuses de mon pays. À 62 ans, Ibrahim Khalil Konaté a la lourde responsabilité de diriger le département de l'enseignement préuniversitaire. Et pour réussir le pari dans le système éducatif, il compte améliorer la collaboration avec le mouvement social et tous les acteurs impliqués dans ce secteur. La Guinée s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de littérature. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, approche et va permettre de créer des points de lecture et pousser la jeunesse dans cette direction. L'organisation de l'événement a un coût. On parle de 60 milliards de francs guinéens. Al-Gassimouba. Les autorités guinéennes attachent du prix à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. À travers cet événement, elles comptent relever les défis liés à l'accès aux livres et à la lecture. Un montant de 60 milliards de francs guinéens est prévu pour cet événement. Dans ces 60 milliards, il est prévu de construire 2 médiathèques, 25 points lecture, 2 grands camions bibliothèque mobile pour circuler dans Conakry, faire une bibliothèque digitale africaine qui aura comme siège Conakry, faire en sorte que le monde entier reconnaisse la renaissance de la culture guinéenne. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, est une première en Guinée. L'ouverture et la remise de la plateforme de Conakry, capitale mondiale du livre, sont prévues pour le 21 et 22 mars 2017. Dans la loi des finances
il y a 8 milliards qui sont positionnés pour Conakry, capitale mondiale du livre pour 2017, 8 milliards pour 2018. C'est ce qui est prévu aujourd'hui. Mais il faut trouver le complément. Et le complément sera trouvé avec l'apport des mécènes, des sponsors. C'est comme la Coupe du monde de football. Il y a maintenant 18 mois que Conakry a été désigné pour abriter l'un des plus grands événements littéraires du monde. Bientôt la journée de la femme, l'université de Sonfonia anticipe et organise une conférence débat. Le thème genre et gouvernance, une façon de s'interroger sur la place de la femme dans les structures de prise de décision. Mamadi Gassama. En dépit des différentes conventions ratifiées pour l'émancipation de la femme guinéenne, elles font l'objet encore d'une certaine marginalisation dans les instances de prise de décision. À l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, la question préoccupe la chaire genre de l'institution. D'où la tenue de cette conférence débat, axée sur le thème genre et gouvernance. Le constat est que les femmes sont souvent exclues dans les prises de décision ou même leurs prises de décision ne sont pas respectées lorsqu'elles avancent également certains propos, certaines idées. L'objectif ici de cette conférence est de montrer qu'aujourd'hui le genre, la prise en compte du genre est très importante dans le processus de gouvernance. Le faible taux de scolarisation des jeunes filles, l'égalité de sexe entre hommes et femmes, la méconnaissance des droits et devoirs par les citoyens, le respect du quota dans les instances de prise de décision sont entre autres sujets débattus. Le genre, alors ce n'est pas tout ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas le féminisme, ce n'est pas le sexisme, c'est tout simplement la création d'une harmonie, n'est-ce pas, entre l'homme, n'est-ce pas, et la femme, qui évoluent dans la même société, dans les mêmes contextes et qui ont à peu près les mêmes objectifs, les mêmes prérogatives. J'ai appris une bonne leçon. Si toutefois le genre féminin était à minimiser, ce n'est plus à minimiser. Parce que j'ai compris bien, on doit mettre une dynamique pour l'émancipation du genre féminin, pour son bon développement vis-à-vis de la société et du côté familial. À travers cette conférence débat, la chaire genre de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia entend attirer l'attention des étudiants sur les notions de genre et gouvernance. Dans l'actualité encore, la fondation NCIA vole au secours des enfants démunis. Le groupe vient de distribuer des fournitures scolaires à 10 000 élèves de Conakry. La démarche vise à soutenir la scolarisation des enfants. Moussa Kobara. Une scène de liesse pour témoigner de leur reconnaissance à la fondation NCIA. Au nombre de 150, ces tout petits issus des parents démunis de l'école primaire Tombo bénéficient de l'assistance du groupe NCIA Assurance Banque. Ces présents sont composés de sacs, des cahiers, des crayons et des stylos. 1000 enfants de 5 écoles primaires de Conakry sont concernés pour cette action humanitaire. À l'école primaire des Sourmiers de Boulbinin, 150 sacs sont distribués à cette couche défavorisée. Parents d'élèves et encadreurs sont marqués par ces gestes. Je profite de l'occasion au nom des enfants bénéficiaires et au nom de l'ensemble des travailleurs de l'école des Sourmiers de Boulbinin et au nom de l'autorité du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, remercier très sincèrement NCIA Banque et Assurance, puisque ce n'est pas leur première fois de venir envers les enfants. C'est la 3e fois qu'ils viennent assister à l'éducation des enfants aux besoins spécifiques. À l'école primaire de Lambagny également, ce sont les 200 premiers à majorité des jeunes filles qui sont récompensées. L'idée est d'encourager la scolarisation de la jeune féminine afin de réduire le taux très élevé d'analphabétisme au sein de cette couche. Notamment nos pays en Afrique de l'Ouest, dans certaines zones, il y a des difficultés de scolarisation de la jeune fille. Et donc nous avons ciblé cette frange de la population pour dire aux parents que c'est une frange de la population qui a besoin d'être scolarisée, parce que c'est des personnes qui, lorsqu'elles sont éduquées, lorsqu'elles sont scolarisées, peuvent faire des grandes choses, peuvent développer des grandes idées. Ça va aider beaucoup les familles parce que c'est pas facile actuellement.
Et il y a de ces enfants aussi qui viennent réviser sans cahier, sans sac. Et nous essayons de faire notre mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et si on a d'autres bonnes volontés aussi qui se manifestent, on ne peut que les répondre. Cette opération s'inscrit dans un programme appelé la responsabilité sociale de l'entreprise. Ce n'est pas une première. Des structures humanitaires comme la Fombal et le groupe scolaire Agia Fatoumata Traoré de Kagbeli avaient bien eu le soutien du groupe NCA Assurance Bank. Des concerts avec la Jeune Chambre internationale, des poubelles ont été distribuées dans ces différentes écoles pour permettre à ces enfants d'étudier dans un environnement sain. Fourniture scolaire distribuée à 1000 enfants par NCA. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.